Bien, bonjour à tous. Il est 11 heures, on va démarrer à l'heure. Une fois n'est pas coutume, comme dirait l'autre. Donc, sur ce webinaire sur l'oxygène dans la bière, mesures et solutions. Donc, webinaire par Brewline. Brewline, jeune société basée près de Bordeaux, donc spécialisée dans les levures, les nutriments, l'hygiène, les enzymes. Voilà un peu les matières premières en dehors du malt et du houblon, mais voilà des solutions, en tout cas pour les brasseurs, pour réaliser leur bière et leur process. Et nous faisons ce webinaire avec Vincent, que je vais laisser se présenter. Donc bonjour, Vincent Marchand pour ceux qui me connaissent pas. Donc société Anton Par. Anton Par, on est fabricant autrichien de matériel de laboratoire avec donc une spécialisation dans l'analyse de la bière sur différents paramètres, comme notamment on est connu pour ça, pour la mesure de densité en fait. Je pense que beaucoup de brasseries nous connaissent pour ça. Donc je vous présenterai également les autres gammes Anton Par lors de ce webinaire. Voilà, et je vous propose, nous on s'est un petit peu présenté, et du coup, pour commencer, je vais vous proposer un petit sondage, aussi pour que nous on puisse vous connaître, tout simplement. Et on a une majorité de brasseurs professionnels, on a une vingtaine de pourcents de brasseurs amateurs. Après, je pense que le brasseur professionnel est aussi brasseur amateur. Quand on prend la définition d'amateur, c'est celui qui aime. Donc, je pense qu'on aime tous, mais bon, j'ai pas fait le choix multiple, puis j'ai été méchant. On a des professionnels de la bière, on a des professionnels d'autres secteurs, des passionnés de la bière et des curieux aussi. Donc, c'est très bien. Enfin, en même temps, si on est un webinaire, c'est qu'on est toujours un peu curieux. Donc, on va pouvoir démarrer un petit peu sur l'oxydation. Voilà. Alors, on parle souvent d'oxydation, on le lie au vieillissement de la bière. On le lie parce que ça a des impacts gustatifs. On peut presque parler de racissement de la bière, même si c'est un terme qu'on lit souvent au pain. Mais c'est le cas quand il y a un vieillissement de la bière conditionnée. Et il y a des saveurs qui vont apparaître. Des saveurs, il y a des petits différents descripteurs, l'amande, le miel, le biscuit, le cuir, le rance, l'éventé, le carton mouillé. Voilà, on perd une aromatique de la bière en tout cas. Et ça, c'est pas ce que veut le brasseur, parce que le brasseur, lui, définit un produit, sauf qu'à contraire, où une oxydation est volontaire, mais elle est avant le conditionnement et elle ne doit pas vieillir chez le client. Donc, ce vieillissement se définit souvent comme une oxydation de composés naturels de la bière, qui sont déjà présents dans la bière. Les différents composés, on va en voir plusieurs pendant ce webinaire. Ça va être les alcools supérieurs, les mélanoïdes, des acides gras, des résines du houblon, par exemple. Donc, il y a un schéma qui est assez courant, qui permet de voir l'impact gustatif de l'oxydation dans le temps. Donc, voilà, il y a une diminution de l'amertume dans le temps, il y a le papier carton qui apparaît. Voilà, il y a différents goûts qui sont pas toujours très très désirés et qui sont pas sur la fraîcheur de la bière qui est assez typique et qui est voulue par la plupart des produits. On parle souvent du carton mouillé. C'est vrai que c'est un descripteur qui revient souvent quand on parle d'oxydation, mais l'oxydation, c'est un sujet bien plus large, bien plus complexe, qui touche énormément de molécules. Donc, selon les styles, les descripteurs vont changer et il va y avoir énormément de variations dans ce schéma-là. Pour rappeler une oxydation, donc on retourne un petit peu à l'école, mais l'oxydation, c'est une perte d'électrons par un réactif au profit d'un autre qui est appelé oxydant. La réaction opposée, donc la réduction. Donc, un oxydant peut capter des électrons. Par contre, le réducteur, lui, va céder des électrons. Il va donner des électrons. Donc, un corps qui oxyde si un autre se réduit. Donc, c'est pour ça qu'on parle toujours de couple d'oxydoréduction. Il y a pas un oxyde, il y a toujours un oxydo et une réduction. C'est toujours là, c'est un échange d'ions. Donc, voilà. L'oxygène est un oxydant courant, mais c'est pas le seul. On parle souvent d'oxydation avec le dioxygène, mais c'est pas le seul. Mais c'est vrai que c'est le plus courant quand même dans la nature. On a l'exemple bien connu de la rouille, voilà, qui nous permet de comprendre simplement un petit peu l'oxydation avec, vous avez la formule chimique pour ceux qui aiment ça. Et voilà. Donc, dans la bière, on va revenir quand même un petit peu à la bière parce que les cours du lycée, ça date, mais bon, c'est important de comprendre quand même pour savoir ce qui se passe dans la bière ensuite. On parle de quoi dans la bière? Un point qui est visible, c'est l'oxydation des polyphénols. On le connaît tous à la maison avec l'oxydation des pommes, des poires, qui brunissent à une vitesse très rapide.
dès qu'on coupe une pomme, elle brunit très rapidement. Et ben, c'est un peu pareil avec la bière. Une bière bien oxydée, vous verrez un changement de couleur. C'est assez visible, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a déjà fait cette expérience. Ou si vous ne l'avez pas fait, c'est simple à faire, hein. Vous prenez une bière, vous la laissez à l'oxygène ou même vous soufflez de l'oxygène dedans. Vous allez voir la couleur qui va rapidement changer. Ça, c'est lié à l'oxydation des polyphénols. Très, très rapide à mesurer et à observer. C'est très visible. Une incidence aussi de l'oxydation va être le développement de troubles. En fait, l'oxydation des polyphénols va aussi créer un trouble qui, lui, devient permanent avec l'association des protéines de la bière. Donc après, tout dépend du produit que vous faites, mais le trouble, si vous ne le désirez pas, ça va être compliqué. Celui-là, très difficile à enlever de votre produit, il va être très stable dans le temps. L'oxydation va développer des troubles. Vous aurez, alors là, c'est un vrai sujet parce que vu les modes actuels de bière, vous aurez une oxydation du houblon, des acides du houblon. En fait, vous avez toujours des acides alpha dans votre bière. Votre rendement d'isomérisation à l'ébullition n'est pas complet. Vous n'avez pas 100% d'isomérisation. Donc, vous avez toujours des acides alpha qui, eux, vont s'oxyder en humulinone. Et cette molécule a aussi de l'amertume. Donc, je pense entre autres au style actuel, les NEIPA, les IPA, etc., très houblonnés, où on cherche des bières parfois très houblonnées avec de l'aromatique, mais pas forcément une amertume trop présente. L'oxydation va vous amener de l'amertume. Et vous avez aussi l'oxydation des acides bêta qui vont amener des ulupones. On arrive à 84% d'une amertume d'un acide alpha. Donc, c'est vraiment pas négligeable comme incidence sur des produits, surtout quand on met beaucoup de houblon. S'il y a une oxydation, vous aurez beaucoup d'amertume sur votre produit. Et si c'est pas ce que vous cherchez, ça peut être un vrai problème. Le fameux goût de papier carton, on en a parlé tout à l'heure. On en parle souvent, mais voilà, il est lié au trans 2 non-énal. Il a un seuil de perception très bas, 0,1 ppb, et qui est, lui, lié à l'oxydation des lipides. Donc, vous avez le schéma un petit peu de formation. On ne va pas aller rentrer trop dans les détails, mais ce schéma est vraiment lié sur l'ensemble du process de la bière. Ce n'est pas que sur le produit fini. Souvent, on parle d'oxydation de la bière sur le conditionnement, sur le produit fini. Là, c'est dès le bloc chaud où ces lipides vont venir s'oxyder avec la lipase, entre autres. Venir faire les précurseurs qui vont s'oxyder et du coup donner le trans 2 non-énal typique du papier carton et enfin voilà, quand vous avez déjà goûté ce goût, vous le reconnaissez très rapidement et ça impacte vraiment la qualité gustative organoleptique de votre bière. Ça enlève cette fraîcheur typique de la bière. Vous avez aussi d'autres goûts, on ne va pas tous les passer parce qu'il y en a énormément, des oxydations. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de molécules dans la bière, ce qui la rend complexe, qui est aussi ce qui nous attire dans ce produit. Vous avez par exemple l'oxydation de l'éthanol qui fera l'acétaldéhyde, qui fera ce côté solvant, pomme mûre, ce côté un peu acétone, qui à très faible dose peut participer au goût de la bière, mais dès qu'il commence à être un peu imposant, devient vraiment peu sympathique et peu agréable. Vous avez le méthional qui est plutôt lié à l'oxydation d'acides aminés, typique plutôt des bières de blé, donc les blanches, les bières de froment, où vous avez un goût un peu purée de pommes de terre, autolysa de levure, nourriture pour animaux, avec un seuil de perception à 4 ppb, donc c'est pas forcément ce qu'on recherche non plus dans la bière, je pense, comme type de goût. Et vous avez le bêta-damasquinone qui est lié à l'oxydation du houblon, qui donne des notes de baie rouge et de tabac avec un seuil de perception à 25 ppb. Donc là, logiquement lié plutôt aux bières houblonnées. Donc voilà les effets de l'oxydation. Alors qu'est-ce que ça donne dans le process de la bière? On a différentes prises d'oxygène forcément au cours du process brassicole. Dans les différentes étapes, ça va du concassage en passant par l'empâtage, la filtration jusqu'au conditionnement. Donc vous avez différentes valeurs dans le process. Ce sont plutôt des valeurs cibles, hein, que voilà, chaque process et chaque personne forcément aura des valeurs différentes. Vous aurez compris, l'objectif étant d'être le plus bas possible en taux d'oxygène, en DO, donc c'est oxygène dissous. Et donc, il n'y a qu'une étape où on veut un peu d'oxygène, c'est à l'entonnement, pour certains brasseurs. Attention, toujours se rappeler qu'il n'y a pas de respiration dans la bière, il y a trop de sucre pour qu'il y ait une réelle respiration.
Par contre, l'oxygène peut être important pour la levure, pour sa formation d'ergostérol. Donc, c'est pour la paroi, pour résister aux conditions de la fermentation. Donc, ça peut être important d'avoir de l'oxygène à ce moment-là. Surtout si vous repitchez votre levure, c'est essentiel d'oxygéner à l'entonnement. Voilà, on en reparlera après dans les solutions, justement. Et justement, là, on met des valeurs de ppb. Donc, on va vite arriver sur le sujet des mesures. Et je vous propose encore un petit sondage qui va nous permettre de voir un petit peu, de voir où vous en êtes justement sur la mesure. Est-ce qu'on peut en faire derrière? Comment on va mesurer? Donc, je lance le petit sondage pour savoir si l'oxygène dans la bière, pour vous, si c'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous venez au webinaire avec Brewline et Anton Parr. Vous savez un peu ce que c'est, mais voilà, c'est compliqué dans votre quotidien parce que vous avez un outil qui est limité quelque chose là-dessus. C'est un problème que vous gérez au quotidien ou c'est tous les jours, c'est votre hantise. C'est le cas, je sais, de certains brasseurs. On sait que c'est un sujet qui revient souvent dans le monde de la brasserie. C'est le sujet qui fait même peur beaucoup aux brasseurs. Parce que c'est vrai que quand on voit les impacts de l'oxygène et de l'oxydation sur le produit fini, ça peut détruire tout simplement tout le travail et toute la création qui a été faite par le brasseur. Et là, pour le coup, c'est dommage. Donc voilà les résultats. Donc pour quelques-uns, voilà, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est bien parce que j'espère qu'on va avec Vincent leur apporter des solutions et que du coup ça va améliorer leurs produits encore, qui seront encore meilleurs qu'aujourd'hui. Donc ça c'est génial. Pour beaucoup, c'est quelque chose de compliqué. Donc, et je comprends pourquoi, parce que c'est souvent aussi des investissements liés. C'est un problème au quotidien pour beaucoup et je vois qu'il y a quand même 35% que voilà, on va dire que tous les jours ils y pensent et tous les jours ils le vivent mal peut-être, ou bien, je ne sais pas. Voilà, donc je vais laisser la main à Vincent maintenant qui va nous parler des mesures de l'oxygène parce que pour quantifier un problème, il faut d'abord le mesurer. Donc bonjour tout le monde. Hop, vous voyez bien le PowerPoint? Tout s'affiche bien? Parfait pour moi. Ok. Donc oui, Vincent Marchand. Donc moi, je suis le commercial pour Anton Parr pour le secteur Hauts-de-France, Marne et Ardennes. Ce que j'ai oublié de dire en fait en entrée tout à l'heure. Donc là, je vais vous présenter en fait les appareils Anton Parr qui permettent de mesurer l'oxygène dissous. On va aussi aborder un point important qui est le TPO, en fait, Total Package Oxygène, parce qu'on parle souvent d'oxygène dissous, mais on oublie que l'oxygène se retrouve généralement plutôt dans l'espace de tête de votre contenant que dans le liquide en lui-même, en fait. Hop. Donc, pourquoi il est important de maîtriser l'oxygène dissous? Donc ça, c'est juste un rapide rappel, même si, en fait, Pierre, lui, a déjà bien parlé de tout ça tout à l'heure, juste avant moi. Donc, effectivement, on a deux étapes où on cherche à avoir plutôt d'oxygène dissous lors de l'étape d'entonnement du mou pour effectivement alimenter, multiplier les levures et optimiser en fait le process de fermentation. Donc là-dessus, on va plutôt chercher à mesurer des valeurs hautes en oxygène dissous. Une fois que la fermentation une fois que l'entonnement est terminé, on va plutôt avoir tendance à chercher des valeurs plus basses d'oxygène dissous. Donc, je vais vous présenter justement après tous ces différents appareils qui vous permettent de mesurer cette valeur d'oxygène dissous. Donc là, juste pour rappel, même si Pierre l'a déjà évoqué tout à l'heure, donc les inconvénients en fait finalement de l'oxygène dissous, on va parler des faux goûts, donc de l'oxydation rapide des houblons, effectivement réduction de la conservation dans le temps, en tout cas la conservation aromatique de la bière, l'altération de la couleur. Tout ça finalement va engendrer un manque de constance de la qualité de votre bière. Le consommateur, lui, aura du mal à s'y retrouver peut-être entre deux bières plus ou moins fortement oxydées ou pas du tout oxydées. Et donc, en fait, ça va changer drastiquement le goût de la bière. Donc, voilà, effectivement, le contrôle d'oxygène dissous est important dans toutes les étapes du conditionnement.
Donc nous, Anton Par, on est fabricant donc d'instruments de laboratoire. On fabrique des densimètres, mais on fabrique également d'autres appareils, dont un appareil pour la mesure d'oxygène dissous. Donc là, on voit le principe de l'électrode. Donc c'est une électrode, un capteur optochimique qui va en fait finalement, pour faire simple, on va envoyer une longueur d'onde, une lumière, qui va en fait permettre d'exciter un peu les molécules d'oxygène qui vont elles-mêmes, ces molécules d'oxygène, réémettre donc une lumière à une certaine longueur d'onde et à une certaine intensité. C'est cette longueur d'onde et cette certaine intensité qui va nous permettre en fait de déterminer, de calculer réellement la valeur d'oxygène dissous dans votre échantillon. Donc, on a plusieurs appareils au catalogue chez Anton Par. Donc, sur votre droite, vous avez que la partie mesure de l'oxygène dissous, où on va retrouver l'OxyQC et l'OxyQC Wide Range. Donc, ce sont deux appareils qui peuvent être complémentaires, qui vont vous permettre finalement de mesurer l'absence d'oxygène dissous dans le cas de l'OxyQC, puisqu'on va mesurer des très faibles valeurs avec une précision à 4 ppb. Et dans le cas de l'OxyQC Wide Range, on peut l'utiliser plutôt, lui, pour finalement la partie aération du mou, puisqu'on va mesurer des valeurs donc jusque 45 ppm, avec effectivement la possibilité de mesurer des valeurs entre 8 et 12 ppm, qui sont généralement des valeurs d'oxygène dissous qu'on peut retrouver présentes dans le mou en cours d'aération, en fait. Donc, sur votre gauche, c'est pas forcément l'objet du webinaire aujourd'hui. Vous avez donc le CarboQC, qui est un appareil de mesure de CO2, donc dioxyde de carbone. Et après, on a également finalement la Cevox QC Atline, qui est un appareil qui permet de déterminer le CO2 et l'oxygène dissous. Donc, là, on est sur les deux applications typiques de l'appareil. Donc, ce sont des appareils portables montés sur batterie, donc qui répondent aux exigences, on va dire, en termes d'humidité et de projection au niveau d'une salle à brasser. Donc, ces appareils portables avec une autonomie généralement de plus de 200 mesures. Donc, ça permet déjà de l'utiliser sans systématiquement avoir besoin de le brancher. Donc, ce sont des raccordements qui sont situés à l'arrière de l'appareil. On va se raccorder en 6 mm. On va souvent l'équiper d'un filtre lorsqu'on a des bières qui ont tendance à être très houblonnées à froid, donc des filtres à pulpe. Et après, des filtres un peu plus classiques pour des bières non houblonnées à froid. Donc, l'appareil de gauche, comme l'appareil de droite, les deux appareils vont faire les mêmes applications directement sur une mesure en cuve, dans le cas de l'appareil de gauche, ou sur une ligne de production. Donc là, on va pouvoir mesurer effectivement les valeurs directement portables. Et après, on a la possibilité de rajouter un système de prélèvement. Donc, on le voit sur la photo de droite, sur le module de droite. Donc, c'est un module de prélèvement qui va nous permettre de finalement de prélever un échantillon sans passage à l'air, parce que mesurer de l'oxygène dissous dans un contenant, c'est forcément pas tremper une électrode dans ce contenant, sinon la valeur ne veut rien dire. Donc, c'est en fait un système de préleveur qui va vous permettre de pousser la bière directement dans l'appareil de mesure d'oxygène ou d'appareil de mesure de CO2 plus oxygène. Donc, on peut travailler sur des boîtes, donc tout ce qui est canne, boîte métallique, forcément également tout ce qui va être canette en verre avec capsule métallique, et après les bouteilles en PET. Pour tout ce qui va être bouchon mécanique ou bouchon en liège, ce qu'on va faire, c'est qu'on va généralement placer l'échantillon à froid dans un frigo et ouvrir et très rapidement en fait positionner la bouteille dans le préleveur pour éviter de perdre un maximum l'oxygène dissous et le CO2. Donc, je vous l'ai dit en aparté tout à l'heure, une chose importante, la définition du TPO, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu dans le domaine de la bière, mais qui commence à arriver en fait, puisque il y a quand même une tendance aujourd'hui qui est montante dans l'encanage.
Qui dit encanage dit forcément revêtement métallique et du coup interaction oxygène-revêtement métallique. Même si effectivement ce revêtement métallique possède une couche de protection interne. Donc le TPO, c'est en fait le total package oxygène. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, l'oxygène dissous n'est pas que dans le liquide, mais il est aussi dans l'espace de tête. Donc là ici, sur votre gauche, vous avez la photo du TPO 5000. Donc c'est un appareil qui permet de mesurer avec la même électrode, le même système de fonctionnement que je vous ai présenté au début, qui permet de mesurer l'oxygène dans l'espace de tête. Donc on va venir prélever une partie de l'espace de tête pour mesurer son oxygène dissous, son oxygène, pardon. Et ensuite on va prélever le liquide qui va nous permettre de mesurer l'oxygène dissous. D'accord? Donc là, on va avoir les deux informations, oxygène de l'espace de tête, oxygène dans la partie liquide, pour finalement donner une valeur précise de la valeur totale en oxygène dans le contenant, donc le TPO. Donc ça, c'est les lois de la physique. À 20 degrés, 70% de votre oxygène est dans l'espace de tête, 23% dans la bière. Donc effectivement, si on ne prend pas en compte la valeur de l'espace de tête, on a tendance à sous-estimer la valeur d'oxygène dissous, donc et effectivement sous-estimer aussi les capacités d'oxydation de la bière. L'influence aussi de l'équilibre entre l'oxygène dans le liquide et l'oxygène dans le gaz, c'est dans l'espace de tête, c'est aussi lié à la température. D'accord ? Donc là, les spécifications de l'appareil, le TPO 5000 qu'on a vu juste avant, donc c'est un appareil qui est complètement autonome. Il doit être relié sous air comprimé, sous eau. C'est un appareil qui va en fait effectuer la mesure directement en moins de 4 minutes des deux valeurs d'oxygène et qui va du coup également assurer l'auto-nettoyage en automatique de l'appareil. Donc l'alimentation de cet appareil-là doit se faire forcément sur un gaz exempt d'oxygène dissous. Donc généralement on utilise de l'azote. Donc l'appareil est alimenté sous azote pour pouvoir éviter de contaminer l'espace de tête ou le liquide avec un apport supplémentaire d'oxygène. Donc ça, c'est la méthode de mesure de l'oxygène total dans le contenant. Je vous ai présenté en premier les appareils, les C-Box, l'OxyQC, les C-Box ou le CarboQC. On fournit avec ces appareils-là une macro Excel, ce qui va vous permettre de faire une estimation du TPO. Donc, pour estimer le TPO, on va reprendre les équilibres. Donc, on va en fait venir agiter mécaniquement la bouteille de manière en fait à recréer l'équilibre entre l'espace de tête et le liquide. On va donc avoir la température qui sera prise. On va lui indiquer le volume du contenant, donc le volume de votre bouteille et le volume rempli. Et l'appareil va vous estimer la valeur en fait d'oxygène dans l'espace de tête, donc vous estimez le TPO. Il va mesurer bien évidemment en mesure réelle la valeur d'oxygène dissous. Donc voilà les deux possibilités pour mesurer le TPO. C'est soit un appareil qui est dédié à ça, ou soit après, via l'appareil qu'on propose en photo ici, un calcul via la macro Excel. Donc en tonne part, on est fabricant de matériel de laboratoire, mais aussi d'instruments de mesure en ligne. Donc sachez qu'il existe, avec le même principe de mesure, des capteurs qui vont vraiment se placer sur les conduites. Donc là, ce sont plutôt pour les grosses brasseries, où on va installer directement des capteurs d'oxygène dissous dans les différentes étapes de production. On va retrouver différents types d'appareils, un peu la même philosophie que les appareils portables, avec un appareil dédié aux faibles valeurs, les traces, et l'appareil dédié plutôt à l'aération en fait du moule, l'appareil wide range. Donc, un exemple de montage, enfin plusieurs exemples de montage de l'appareil. Forcément, on installe ça sur des canalisations avec une charge, et donc on voit la Croix-Rouge et pas d'appareil comme ça monté en fait en descente. Donc là, vous avez une photo également de l'appareil installé dans la canalisation avec le capteur qui est en fait dans le flux directement de l'échantillon.
Voilà par rapport à l'oxygène dissous. Je voulais vous présenter les différentes solutions qu'on avait chez nous en Tonpar. Je voulais aussi vous montrer très rapidement donc la gamme complète en Tonpar, même si je pense que certains connaissent déjà, notamment sur la partie densité. Donc là, sur votre gauche, vous avez l'Alex 500, un appareil qui est dédié donc à la mesure d'alcool, de densité, d'extrait, de calories et d'atténuation. Donc c'est un appareil qui possède 2 cellules de mesure qui nous permettent finalement d'aller mesurer tous ces différents paramètres. Donc la partie de droite qui est le densimètre portable, le DMA35. Donc là, c'est un appareil portable avec écran intégré qui permet de mesurer la densité en degrés plateau avec une correction automatique à 20 degrés. Pour ceux qui connaissent l'EasyDance, qui est bien effectivement dans Tonpar, le DMA35 reprend la même technologie mais a un écran complètement embarqué et donc l'appareil est complètement portable. Donc là ici on est sur des appareils beaucoup plus complets, qui est le PBA Beer, un appareil qui est plutôt dédié sur des brasseries déjà avec une certaine capacité de production. Ce sont des appareils automatiques qui vont permettre à partir d'un contenant, d'une bouteille, d'alimenter toute une chaîne d'analyse pour pouvoir mesurer l'alcool, la densité, les extraits, calories, atténuation, pH, couleur, turbidité. Et j'oublie CO2, oxygène dissous. Là, l'appareil de gauche va permettre vraiment de scanner quasiment une bonne partie des paramètres importants dans la bière. Là, sur votre droite, vous avez la partie process, avec des exemples typiques de skids qu'on est capable d'installer, avec vraiment un raccordement directement sur votre conduite pour mesurer les différents paramètres qu'on va pouvoir également mesurer en ligne, comme la densité, l'alcool, l'extrait, la couleur, et forcément également les gaz dissous. Ça, c'est quelque chose d'assez récent. Tonpar s'intéresse de plus en plus en fait à des solutions un peu plus complètes. Donc sachez qu'on est également fabricant en Tonpar maintenant, depuis peu, de carbonateurs, puisqu'on est fabricant d'instruments de mesure en ligne. On a des capacités également d'ingénierie chez nous en Autriche. Donc aujourd'hui, on propose complètement des installations complètes de systèmes de carbonatation en ligne. Alors moi, j'en ai terminé pour ma partie, Pierre. Hop. Je vais reprendre la suite. Je vous ai pas perdu, vous êtes toujours là. On répondra à toutes les questions en fin de présentation. Il y a des questions auxquelles je vais peut-être répondre maintenant et puis on fera le point avec Vincent aussi sur les questions liées aux appareils en Tonpar. Donc l'objectif, c'est bien de mesurer l'oxygène qu'on a dans nos produits. Ça permet de savoir la problématique qu'on a ou pas, tout simplement dans nos brasseries. Mais après, comment on fait pour juger de ces mesures et comment on fait un plan d'action et comment on agit concrètement dans la brasserie pour éviter ces oxydations et du coup proposer les meilleures bières possibles à vos clients. Donc, les solutions sont assez simples, entre guillemets. Soit on essaye de diminuer au maximum les entrées de composés d'oxydation, l'oxygène, entre autres, en particulier même. Soit on va substituer les composés oxydables par des composés encore plus oxydables. C'est les deux grosses solutions. C'est les deux solutions qu'on va utiliser dans la bière. Alors, diminuer les entrées d'oxydants, c'est assez facile à dire. On va essayer de diminuer au maximum les entrées d'oxygène. Donc, il y a pas mal d'actions assez simples. Il y a parfois des incidences, ça va changer votre process de fabrication. Il peut y avoir aussi des investissements lourds, parfois, à faire. Tout dépend de votre brasserie actuelle, tout dépend de votre volonté, de vos productions, etc. C'est toujours un compromis entre vos volumes de production, vos moyens et ce que vous voulez comme produit au final. Alors déjà, dans les petits points à regarder, sur chaque étape, on peut jouer. Sur le compressage, on va essayer de diminuer au maximum le temps de contact avec l'air pour éviter l'oxydation des acides gras. On va aussi choisir la qualité du malt. Forcément, les ingrédients que vous allez prendre, que vous allez choisir, auront une incidence sur cette capacité à être oxydé ou non. À l'empâtage, on va conseiller de remplir, par exemple, le fond de la cuve par le fond pour éviter justement une oxygénation de l'eau de l'empâtage. On va éviter de mousser, on va éviter d'agiter trop violemment. On va être très vigilant sur l'hydratation des grains, mais aussi sur la recirculation. Quand vous faites une recirculation, on va éviter la prise d'oxygène au maximum. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais et je le comprends, mais ça permet déjà de visualiser parfois quelques petites choses simples dans vos quotidiens de brasseurs
pour éviter l'oxydation polyphénol. Et aussi, on est à des températures élevées, donc l'oxydation est rapide à cette température. Sur les filtrations, on va éviter aussi trop de turbulences dans les transferts qui vont incorporer de l'oxygène. On va essayer de conserver une couche d'eau au maximum au-dessus du gâteau. Ça va protéger aussi de l'oxygène extérieur. On va idéalement éviter les piochages. Donc, parfois, il faut peut-être aussi réfléchir à du traitement enzymatique pour aider la filtration si vous avez des difficultés de filtration. Je pense entre autres au glucanase. Si ça vous évite un peu de piochage, ça vous protège un peu de l'oxydation. Ça peut être une possibilité. Au Whirlpool, on va éviter aussi, on va essayer de trouver le meilleur compromis. On va éviter d'avoir trop de turbulences. Mais on veut aussi une très bonne séparation du truck parce que le truck va aussi permettre de séparer des composés qui peuvent s'oxyder. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis entre une bonne séparation, mais aussi pas trop de turbulence. On ne veut pas prendre trop d'oxygène. En fermentation, il va être important de bien gérer le taux d'ensemencement pour le goût de votre bière, mais aussi pour l'oxydation et d'avoir un démarrage rapide de la fermentation. On va éviter de suroxygéner à l'entonnement. On a parlé un peu tout à l'heure justement du besoin d'oxygénation à l'entonnement dans certains cas. Ça sert à rien d'en mettre trop. C'est pas plus il y a d'oxygène, mieux la fermentation va se dérouler. Il faut juste l'oxygène pour que la levure fasse son ergostérol et qu'elle fasse une bonne fermentation derrière. Mettre trop d'oxygène, vous allez oxyder et ça va pas être intéressant au final sur votre produit. Attention aux ajouts en fermentation ou en garde. Je pense au dry hopping, je pense à l'utilisation de copeaux de bois pour ceux qui ont suivi le dernier webinaire sur le bois. Idéalement, au maximum, on essaye de faire ça sous CO2. Alors, je sais qu'il existe des systèmes avec des sortes de cartouches qui se mettent sous CO2 et qui vont incorporer. Il y a les hop guns pour aussi éviter un peu l'oxydation. Donc, c'est une gestion. On va essayer de travailler un petit peu en pression positive. Il faut aussi prendre en compte, pour relativiser, que le CO2 est plus lourd que l'oxygène. Donc, si vous ouvrez une cuve, si vous vous agitez pas trop, le CO2 va protéger un petit peu votre bière. Voilà, ça reste limité, mais il faut prendre ça en compte. Ça sert à rien de souffler dans tous les sens et d'enlever le CO2 à la surface. L'oxygène arrivera à votre produit, c'est pas ce que vous voulez. Et après, c'est aussi essayer de bien faire vos dry hop. Ça sert à rien de faire 10 dry hop sur une bière. En faire un ou deux au meilleur moment suffit. Éviter l'ouverture au maximum de vos tanks de garde. Ça, c'est idéal. Après, pour tout ce qui est transfert, forcément, on va parler d'inertage, c'est-à-dire de mise sous pression de vos tanks sous CO2. Pourquoi pas aussi utiliser de l'eau désaérée avant que la bière arrive. Voilà, c'est toutes des petites techniques qui vont vous permettre d'éviter la prise d'oxygène dans votre process. Sur le conditionnement, on sait que c'est un paramètre qui est vite compliqué sur l'oxygène. Donc, ça va être les flushs CO2 sur la canette, entre autres. Ça va être l'utilisation du jetting pour éviter le TPO, justement, que Vincent a expliqué, l'oxygène dans la tête d'espace. On va fermer sur mousse. Donc aussi, ça peut paraître simple, mais quand on a un arrêt de ligne, ce qui peut arriver, une capsule qui se met pas bien, etc., mettez vos bouteilles de côté, les bouteilles qui sont entre le jetting et la fermeture, parce que ces bouteilles, la mousse va redescendre, ils vont prendre du TPO, et ces bouteilles seront beaucoup plus sensibles à l'oxydation. Donc ça peut paraître des petits détails, mais c'est des petits détails qui font aussi, je pense, la différence en termes de qualité sur vos produits. Les bonnes pratiques, on a déjà un petit peu dit, bien purger les lignes, éviter les trous de connexion, les bons diamètres de transfert aussi pour éviter les turbulences, toujours la même chose. Attention aussi à l'acide peracétique en désinfection qui va oxyder votre bière. Donc là, rinçage, pour ça, c'est assez important. Le flush CO2, on en a parlé. La maintenance, c'est aussi important pour l'oxygène. Bêtement, un joint un petit peu usé, on peut avoir une absorption d'oxygène à ce niveau-là, une succion d'oxygène si le joint est un petit peu vieux. C'est de la microporosité et là, ça va oxygéner votre produit. Donc voilà, c'est beaucoup de petites choses à regarder. C'est aussi forcément le choix de votre équipement pour brasser, pour conditionner, qui va aussi influencer ces prises d'oxygène. Voilà, il y a des actions simples, il y a des investissements lourds. Il y a un peu de tout niveau. Une autre solution, c'est aussi de substituer par un composé plus oxydable. Par un composé oxydable. Donc en fait, on va mettre un composé
qui va s'oxyder à la place des composés qui sont dans votre bière et que vous voulez protéger, tout simplement. On envoie une molécule au casse-pipe. Certains antioxydants sont naturellement déjà présents dans la bière. Ça, faut le savoir. Vous avez des polyphénols, on ne veut pas toujours qu'ils s'oxydent, on l'a vu en début de présentation. On a des sulfites qui sont produits par la fermentation, c'est un coproduit de notre levure. Donc, il y a un petit peu de sulfite déjà naturellement présent dans votre bière et qui protège de l'oxydation. Et vous avez de la levure qui va consommer de l'oxygène, entre autres dans la formation des cholestérols. Donc ça va aussi permettre de capter de l'oxygène. Mais cela n'est pas suffisant, malheureusement, pour protéger toute la bière. Donc, vous avez aussi la possibilité d'ajouter des antioxydants. Un des plus connus et les plus discutés sont les sulfites, sulfites de soufre, qui vont former entre autres des hydroxysulfonates, grâce au sulfite, et qui vont absorber l'oxygène. Dans la réglementation, on est limité dans son utilisation. Dans la bière, au final, on ne doit pas dépasser les 10 mg par litre. Et si vous êtes entre 10 et 20 mg par litre, ça doit être affiché sur votre étiquetage. Et au-dessus de 20 mg, on n'a pas le droit. Voilà pour le dioxyde de soufre, le sulfite. On peut aussi utiliser des tanins. Donc, les tanins vont avoir des actions un petit peu différentes, mais aussi très intéressantes. Ils vont fixer des composés qui sont réactifs à l'oxygène. Ils vont permettre la chélation d'ions métalliques qui vont initier certains phénomènes d'oxydation. Et surtout, aussi, ce qui nous intéresse, on en a parlé tout à l'heure sur la lipoxygénase avec le transdenonénal. Elle va inhiber les enzymes qui sont impliquées justement dans ces précurseurs du transdenonénal. Et donc, ça va inhiber cette enzyme et du coup, vous n'aurez pas ces précurseurs et donc ça va diminuer fortement la production de transdenonénal et donc ce goût de papier carton. Donc, les tanins, c'est l'utilisation au bloc chaud pour éviter d'apporter un goût de tanin justement dans vos bières. Et ces tanins seront éliminés par le trub. Les sulfites utilisés en début de process sont aussi éliminés par évaporation à l'ébullition. Les sulfites utilisés plutôt en bloc froid, eux, resteront dans votre bière et donc soumis à réglementation qu'on a détaillée. L'un des plus connus, des plus utilisés, ou sûrement parce que l'un des plus efficaces, l'acide ascorbique, qui va vraiment s'oxyder, il va capter l'oxygène 7 fois plus rapidement, si ma mémoire est bonne, que les composés de votre bière. Donc, il va capter l'oxygène très, très rapidement. Il va diminuer votre quantité d'oxygène dissous parce qu'il va s'oxyder en acide déshydroascorbique, excusez-moi. Et cet acide peut être utilisé au bloc chaud comme au bloc froid. Sachant que s'il est utilisé au bloc chaud, il va être dégradé si on dépasse les 70 degrés, y compris aussi si vous avez un pasteurisateur. Attention, ça va aussi influencer forcément l'action de l'acide ascorbique sur votre produit. Voilà un petit peu pour le tour des solutions. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci aussi à Vincent d'avoir participé avec Anton Parr et Brewline justement à ce webinaire sur l'oxygène qui est un sujet toujours, on sait, compliqué en brasserie. On va faire le tour des questions. Alors, je vais commencer par les questions pour Vincent. Oui, ok. Il y en a qui parlent justement des appareils. J'ai une question qui demande l'influence du trouble de la levure justement sur le carbo-QC. L'influence du trouble sur le le trouble de la levure. Est-ce que c'est facile de mesurer quand la bière est trouble? Je pense que la question est orientée vers ça. Alors, je la vois pas cette question. Alors, c'était dans la discussion. Et je me suis permis de prendre des notes pendant que tu présentais. Ok, ça marche. Non, en fait, il n'y a pas d'impact du trouble sur la mesure. Il y a plus un impact sur l'alimentation de l'appareil. Quand on a vraiment en fait une présence de troubles trop importante ou de particules type houblon, on va en fait privilégier l'utilisation d'un filtre à cartouche qui permet d'éviter justement non pas de fausser la valeur, mais d'éviter d'encrasser l'appareil. Donc il n'y a pas de problématique sur la mesure en elle-même en fait. Il y a aussi une question sur le temps de rinçage justement avant de fermer la vanne pour lancer la lecture. Ça, c'est la question d'un utilisateur. Oui, c'est ça, exactement. Donc, c'est une bonne question. En fait, généralement, quand on fait de la mesure d'oxygène dissous sur un tank, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on laisse rincer le système jusqu'à ce que la température et la valeur d'oxygène descendent le plus bas possible. Une fois qu'on est sur des valeurs basses,
stable en température en oxygène dissous. Seulement après, on appuie sur la mesure lecture et on ferme éventuellement la vanne à l'arrière. D'accord. Le problème vient souvent en fait du fait que l'électrode d'oxygène dissous, comme on la rince, on la nettoie de temps en temps avec de l'eau. L'eau est des fois chargée à 8 ppm d'oxygène dissous, 8 ppm, et on souhaite mesurer des valeurs des fois 1000 fois inférieures. Donc en fait, il y a quand même une certaine inertie à ce que l'électrode redescende à des valeurs basses. On relativise en termes de volume prélevé. Dans le cas extrême, on sera en fait peut-être sur du 500 millilitres, 600 millilitres de bière. Par contre on enchaîne différentes cuves, on n'a pas besoin de passer autant de volume. On a aussi une question sur le temps pour agiter la bouteille. À mon avis, c'est pour faire le TPO. Alors, c'est le TPO, il y a l'appareil de TPO 5000 que je vous ai présenté, lui, on n'a pas besoin d'agiter parce que forcément, il mesure le haut et le bas. Par contre, quand on est avec la C-Box ou l'OxyQC, là, en fait, il a été clairement décrit qu'il fallait agiter 3 minutes. Ça paraît beaucoup. Je connais une très grosse brasserie, je vais pas la citer, qui a fait l'étude. Il faut réellement 3 minutes pour avoir un bon équilibre, en fait. Le fait d'agiter comme ça en 30 secondes n'est pas suffisant pour pouvoir recréer l'équilibre dans le but de calculer le TPO. En fait, il faut vraiment un équilibre de 3 minutes. Et sur ces 3 minutes, c'est une agitation vive. En fait, c'est simplement on bascule la bouteille, on fait du haut vers le bas, tout simplement. Donc, je me permets de répondre à une question qui sort de la partie Anton Parr, mais qui est liée. Il y a une question qui me demandait justement si la refermentation pouvait gérer le TPO. En fait, quand vous faites une refermentation, oui, la levure va consommer de l'oxygène. Je ne sais plus où elle était cette question, mais je l'ai vue. Elle va consommer l'oxygène qui est dissous. Par contre, la levure, elle n'est pas capable d'aller chercher dans l'espace de tête. Elle va diminuer forcément parce que là, il y a l'oxygène qui va tout doucement aller dans la bière. Mais sur le temps de réfermentation, on ne va pas aller chercher tout l'oxygène de la tête d'espace. Donc là, c'est là où c'est important la mesure de Vincent sur le TPO. Et c'est là où c'est important les solutions techniques de jetting. C'est pas parce qu'on fait de la refermentée que le jetting ne sert à rien. Au contraire, l'espace de tête, l'oxygène peut avoir des influences d'oxydation après votre fermentation. La levure va vraiment chercher la levure qui est dans la bière. Elle n'est pas capable de sortir de la bière et d'aller chercher l'oxygène qui est dans la tête d'espace, tout simplement. J'avais une question dans le fil de discussion pour Vincent sur le côté horizontal-vertical, je crois, de oui. l'appareil pour la mesure. Oui. Donc, le DMA35, effectivement, c'est une bonne remarque. Hein. Il vaut mieux plutôt le mettre à l'horizontale. Là, j'ai présenté juste une photo à la verticale parce qu'effectivement, la positionnant l'appareil DMA35 à plat, les bulles de gaz vont remonter dans un endroit de la cellule qui, du coup, ne changera pas la valeur de densité. Il y avait aussi des questions sur la température de mesure. Est-ce qu'on mesure à froid? Est-ce qu'il y a une correction par rapport à 20 degrés, etc. Donc le DMA35 compense, dans tous les cas, il ramène à 20 degrés. Un échantillon, par contre, à 0 degré, comme il était indiqué dans la question, un échantillon au-dessus de 40 degrés, il va mettre plus de temps. En fait, la correction est valable entre 5 et 40. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez un échantillon à 0 degré, alors bien souvent, le fait simplement de le mettre dans la cellule, de le prélever, en fait, sa température va augmenter, il va tout de suite passer au-dessus de 4 et la compensation va se mettre en route. Mais il se peut que l'appareil ne marque out of range, c'est parce que, par exemple, lors de la mesure, il est à 2 degrés. Mais voilà, entre 0 et 40 degrés, le fait de le prélever, vous allez tout de suite dans la plage de compensation possible. Alors, il y a des demandes sur tout ce qui est tarif. Alors, n'hésitez pas, vous avez sur l'écran, je pense encore les coordonnées, mes coordonnées pour tout ce qui est tarif plutôt d'antioxydants pour le coup. Mais je pense que les demandes de tarifs sont plus liées à la gamme Anton Parr. Donc, vous avez les coordonnées de Vincent. Donc, vous avez son téléphone, son mail. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Il vous répondra au cas par cas selon l'outil ou si vous avez besoin. Oui, je pense. Oui. Il vaut mieux m'envoyer un mail en décrivant bien votre besoin. Type de bière et j'y répondrai sans souci en termes de tarifs. Même le matériel qui sort sur la mesure de densité, je vois il y a une demande sur le prix du DMA 35. Oui. Vous demandez à Vincent, ça sera le plus simple. À part le EasyDance qui est disponible sur Internet et vous aurez le tarif très rapidement en cherchant sur Google le prix du EasyDance. Les autres, voilà, passez par Vincent, c'est le plus simple. Le mieux, c'est de m'envoyer un mail, ou de me téléphoner si besoin, il n'y a pas de souci.
Alors, j'ai une demande pour la diminution des phénomènes d'oxydation lors du dry hop. Donc voilà, je sais que c'est important, surtout sur ces bières houblonnées, on a vu pourquoi. Les systèmes, il y a les hop guns qui sont de plus en plus utilisés, qui vont permettre d'extraire plus facilement, mais aussi vous pouvez inerter le hop gun sous CO2 et du coup faire ce mode dynamique sous CO2. Après, je sais qu'il y a aussi des brasseries qui installent des systèmes où on vient mettre une sorte de petite cuve sous CO2 qu'on vient connecter au fermenteur. On ouvre la vanne, le houblon tombe dans la cuve. Donc tout ça est sous CO2. Et après, il y en a, voilà, on vide le sac et enfin, voilà, quand on n'a pas ces systèmes, on va dire, parce que c'est un investissement, ça va être ouvrir rapidement et puis rajouter le houblon assez rapidement sans trop secouer la bière et puis en refermant rapidement. Donc, voilà. J'ai pas de solution miracle pour le coup. Travaillez pas sous CO2, hein, il faudrait une combinaison et le CO2 est très 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 dangereux pour votre santé. Donc faites attention quand même au risque CO2. Les traitements enzymatiques pour la filtration sont bien certifiables en bio parce que ce sont des auxiliaires technologiques. Il n'y a pas de souci sur l'utilisation. Je pense au glucanase par exemple. C'est pas un problème. Avec le bio, il n'y a pas de souci. Les éléments plus oxydables, c'est l'acide ascorbique qui va s'oxyder très rapidement. En fait, on l'a vu un peu dans la présentation. L'acide ascorbique va prendre la place, va s'oxyder à la place des autres. Donc, elle va capter le CO2 et va s'oxyder à la place des les molécules de la bière qui vont donner des faux goûts si eux s'oxydent. L'acide ascorbique est considéré comme un ingrédient, il doit être indiqué. Il est comme un adjuvant. Par contre, il n'est pas compatible avec le bio. Alors, il s'oxyde en combien de temps? Alors, attendez, l'acide et les sulfites ont-ils un impact gustatif sur la bière? Non, ou très peu. C'est pour ça qu'on les utilise justement, parce qu'ils ont presque pas d'impact ou très très peu sur la bière. Surtout en fait, déjà sur le Bloxo, comme ils sont éliminés à l'ébullition, il y a vraiment zéro impact. Et à la suite, il n'y a pas d'impact. C'est vraiment, c'est l'intérêt justement de leur utilisation. Le malt concassé s'oxyde notablement en combien de temps? J'avoue ne pas avoir de réponse pour ça. De toute façon, c'est au plus court au mieux. Je sais que la veille pour le lendemain, ça pose pas d'énormes problèmes, mais le mieux, c'est de concasser juste avant l'empâtage. Ça, c'est clairement, et vous le voyez dans les grosses brasseries, le concassage se fait même dans la foulée, et c'est bien le but, c'est d'aller le plus rapidement possible. C'est concassé, c'est envoyé directement dans la cuve d'empâtage avec l'hydratateur en ligne. Voilà, c'est l'idéal. Le bon taux d'oxygène à dissoudre pendant le taux d'ensemencement pour l'ensemencement. Alors oui, ça c'est compliqué, oui. C'est compliqué à répondre parce que ça va vraiment dépendre du type de levure que vous utilisez. Moi, ce que j'ai observé, on va dire dans les différentes brasseries, on parle entre 8 et j'ai déjà vu même du 13 ppm en fait, 8 à 13 ppm. C'est ça. C'est assez compliqué à répondre réellement. Oui, c'est très difficile, ça dépend de votre besoin de levure. Ça dépend aussi si vous utilisez une levure sèche, que ça soit nous ou nos confrères. Les levures sèches sont plutôt, ils sont en bonne forme et donc ils ont leurs parois cellulaires qui sont riches en ergostérol entre autres. Donc ils n'ont pas forcément besoin d'oxygène pour faire une bonne fermentation. Par contre, si vous repitchez, si vous réutilisez votre levure, là, l'oxygène est vraiment important parce que vous allez voir, si vous n'oxygénez pas, vous allez voir une diminution de votre de vos capacités de fermentation dans le temps. Au bout de 4-5 générations, vous n'aurez plus les atténuations de votre première génération. Et là, vous aurez un problème dans le temps. Donc, c'est un problème qui ne se voit pas tout de suite et qui se voit avec le temps. Donc, ce qui rend vraiment compliqué ce paramètre-là. L'inertage au CO2 est efficace, oui. Clairement, oui. Après, je sais qu'il a un coût parce que c'est l'utilisation de CO2 et c'est pas négligeable. Ça demande des quantités de CO2, mais oui, parce que c'est un peu comme le TPO qu'on a parlé avec Vincent. Le TPO va forcément inclure de l'oxygène avec le temps dans votre cuve. Ça va être pareil dans une tank de garde. L'oxygène qui va être dans la partie gazeuse, on va dire en haut de votre cuve, l'oxygène va tout doucement s'incorporer dans votre bière. Donc, si c'est du CO2, il y aura pas d'oxygène qui pourra s'incorporer, tout simplement. Oxydation à chaud ou oxydation à froid, je ne connais pas forcément moi, je parle d'oxydation au bloc chaud ou au bloc froid. Je ne sais pas si c'est exactement ce qui est entendu
par là par Nicolas sur cette question-là. En tout cas, la température influence l'oxydation. Plus vous êtes chaud, plus vous allez oxyder. J'ai oublié de dire, hein, mais dans les solutions aussi pour éviter l'oxydation, la solution facile à dire, beaucoup plus difficile à faire, c'est de vendre vite et que la bière soit consommée entre guillemets rapidement. L'oxydation vient aussi avec le temps, donc un des paramètres, c'est de diminuer le temps. Et donc, si vous avez des produits qui sont consommés rapidement, ils ne pourront pas être oxydés. Alors, est-ce que c'est possible de louer des appareils pour mesurer l'oxygène pour des oxydes complets? On le fait rarement, mais c'est toujours, il y a toujours une possibilité de faire ça. Faut voir sur la durée. Donc ça, à Jérémy Santoni, merci de m'envoyer un mail. On reviendra vers vous là-dessus sur ce point-là, mais c'est pas impossible. Après, il faut aussi peut-être se rapprocher de laboratoires d'expertise ou de consultants qui ont parfois les appareils, entre autres, de Vincent pour faire ces mesures. On a justement des labos, enfin je connais des personnes aussi qui peuvent faire ça. Hein. Donc, Monsieur Santoni, si vous pouvez m'envoyer un mail à ce sujet-là, j'y répondrai. Alors, est-ce qu'il y a des appareils qui existent juste qui agitent? Oui, j'ai déjà vu ces systèmes-là. C'est souvent en fait des systèmes qui sont. Alors nous, on n'en vend pas, hein, d'accord, mais c'est des systèmes qui sont fabriqués par des services maintenance dans les grosses brasseries ou qui peuvent être demandés par des microbrasseries, simplement à des sociétés qui font un peu de mécanique. C'est pas très compliqué en soi. C'est un système avec moteur qui va permettre de vous fixer vos bouteilles et qui va permettre de tourner pendant un laps de temps de 3 minutes. C'est possible. Tout à fait. Alors, j'ai une question aussi sur l'ajout d'antioxydants dans le bloc chaud qui demande si ça gêne l'oxygénation pendant l'entonnement. Pas du tout, parce que justement, ces antioxydants au bloc chaud vont être éliminés en ébullition. En fait, l'acide ascorbique va être dégradé au-dessus de 70 degrés, les tanins vont être séparés dans le trub et les sulfites vont être évaporés lors de l'ébullition, donc n'auront vraiment aucune incidence sur l'oxygénation pendant l'entonnement. C'est aussi pour ça que souvent, quand on veut un spectre large de substituants justement pour les antioxydants, on va mettre au bloc chaud et au bloc froid après fermentation. On peut pas faire le mieux, c'est les deux. Le spectre complet, c'est vraiment les deux. Et c'est bien, l'ébullition nous élimine. Et donc, ça évite le problème pour nos levures, parce on veut bien s'occuper de nos levures. Qu'est-ce qu'il y a encore comme il y a beaucoup de questions. Donc, je dois rincer plus, c'est la température de continuer à descendre, monte. Oui, c'est normal. C'est normal. Enfin, c'est normal. Non, c'est un colmatage bien souvent. Donc, dans ces cas-là, il faut regarder le débit de sortie. S'il a tendance à diminuer, s'il est très faible, c'est que en fait le filtre en amont de l'appareil, le filtre à pulpe ou le filtre autre, est bouché. Dans ces cas-là, on le débouche à contre-courant et on relance la mesure. Et là, ça devrait ne plus poser de problème. Alors, il y avait une question qui demandait si c'était mieux d'être en anaérobie pour éviter l'oxydation. Par définition, oui, vu que l'anaérobie est l'absence d'oxygène. Oui, on va être mieux en anaérobie. C'est pour ça qu'on inerte nos cuves sous CO2. En fait, on va créer une anaérobie dans nos cuves en diminuant le maximum l'oxygène. Clairement, c'est ça. Je reprends un peu le fil aussi de la discussion. Voilà. Je vois qu'il y a des beaux messages aussi. Alors, créer une couche protectrice de CO2 au-dessus de la bière d'un fermenteur isobar et pousser avec l'air stérile, est-ce dangereux? Alors, l'air stérile, si c'est de l'oxygène, il va se mélanger parce qu'il y a une certaine turbulence. Le chapeau de CO2, c'est dès qu'il y a une turbulence de gaz, il va se mélanger. C'est quand ça bouge pas que le CO2 va venir protéger. Mais si on pousse avec de l'air stérile, non. On peut pousser avec de l'azote, qui lui va ne pas oxygéner, qui peut parfois être moins cher et moins dangereux, surtout que le CO2 parfois en termes de santé et de protection des personnes. TPO, alors le TPO c'est l'espace de tête, hein, Vincent. Non, c'est le total package. Oui, total package d'oxygène. Donc c'est en fait c'est l'oxygène complet dans le contenant. Le contenant est forcément le liquide et également l'espace de tête. Donc c'est la globalité de l'oxygène dissous. L'oxygène, hein, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut dégazéifier l'eau pour enrichir en hydrogène et pour éviter l'oxydation? Alors, il y a des centrales qui permettent de désaérer l'eau. Et souvent, après, on est sur inertage par azote et CO2. En partie, azote, souvent, ça vient dans le monde du vin, on fait souvent à l'azote. Dans le monde de la bière, souvent le CO2, parce que le CO2 est courant
justement dans la gazification de la bière. Une différence entre une poussée CO2 et une poussée à l'azote pour la mesure de DO en bouteille. Tout dépend. Alors, en fait, dans tous les cas, tout dépend des deux qualités du CO2 et de l'azote. En fait, on peut très bien pousser au CO2 comme à l'azote. Il faut que votre CO2 ou votre azote ne comporte pas d'oxygène, en fait. Voilà, simplement. Donc, généralement, on préconise l'azote à 99,999%. Ça existe, hein, c'est une référence. Et donc le CO2, il faut également du coup une qualité exempte d'oxygène dissous. Donc ça, il faut se rapprocher auprès de votre fournisseur de CO2 et lui demander quelle est la teneur en autre gaz. Et il faut que la valeur d'oxygène dissous soit inférieure à 0,001%. Ok, c'est ça. Il y a les réponses dans la discussion. Gaston a bien répondu. C'est ça. Bravo. J'ai Mathilde qui demande s'il y a des appareils pour mesurer l'oxygène au bloc chaud, l'oxygène dissous. Alors, les mesures en ligne de Vincent, je pense, peuvent permettre ça, mais oui. c'est pas forcément Enfin, je sais pas si tu en installes beaucoup sur cette partie bloc chaud. On n'installe jamais sur cette partie-là, non. Voilà. Non. En fait, c'est rare. Par contre, il existe des tests sur possible. Vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous répondrai avec plaisir. Il y a des petits tests qui nous permettent, nous, je sais qu'on met ça en place justement pour vérifier s'il y a un besoin d'antioxydants, parce que ça nous arrive de vendre de l'antioxydant, mais on n'aime pas vendre quand c'est inutile. On utilise les antioxydants quand c'est nécessaire. Donc, on a des petits tests qui permettent de vérifier que c'est vraiment nécessaire ou non. En fait, avec un réactif qui va se colorer avec les molécules qui vont s'oxyder. L'utilisation de CO2 ou d'azote dans la cuve de brassage. On va éviter par sécurité, en fait, parce que c'est des process lourds. Théoriquement, ça serait possible, ça serait intéressant, mais ça coûterait vraiment trop cher pour tout le monde. Le CO2, ça reste dangereux et on a quand même des changements de cuve, des transferts et des moteurs, etc. C'est compliqué d'être étanche sur le bloc chaud pour créer vraiment une utilisation CO2 azote sur le bloc chaud. La température optimale des enzymes pouvant amener une oxydation lors de l'empâtage. On est sur les plateaux bas, on est plutôt sur les 50 degrés de mémoire. Je ne me rappelle plus la température exacte, mais on est plutôt sur les notions de palier protéo dans ces zones-là. Mais après, c'est des optimums, donc les enzymes travaillent à toute température, jusqu'à leur température d'inactivation, de dégradation. Les teneurs et limites évoquées en sulfite doivent-elles mesurées par un laboratoire d'analyse? Oui, c'est mieux. Après, vous savez, quand vous utilisez un antioxydant, vous pouvez mesurer dans votre bière la concentration que vous avez en général et vous savez ce que vous ajoutez. Il n'y a pas besoin de mesurer forcément ce que vous ajoutez. Vous le savez par la concentration des produits qui vous sont vendus. Voilà. Alors, le problème de l'oxygène, c'est qu'à chaud, la réaction est plus rapide, en effet, mais à froid, l'oxygène se dissout plus facilement dans un liquide. Est-ce que ça se dissout plus facilement à froid? Oui, à froid, l'O2 est plus soluble dans le liquide, en fait. Il est toujours moins soluble il cherche toujours à s'évacuer du liquide, l'oxygène. Mais il est plus soluble à froid, oui, effectivement. En fait, c'est deux mécanismes différents. La dissolution, c'est vraiment un phénomène physique. Tu me reprends si je me trompe, Vincent. Ouais, pas de souci. Par contre, l'oxydation, on est plus dans la chimie. Donc là, c'est vraiment les oxydoréductions. Donc c'est l'agitation moléculaire, c'est tous ces phénomènes qui vont rendre plus rapides les réactions d'oxydoréduction et du coup l'oxydation des bières. Faut-il injecter les cuves en CO2 par le haut, par le bas? Tout dépend de votre outil. Le mieux, moi, je pense que c'est plutôt par le bas et on fait évacuer l'oxygène par le haut, vu que l'oxygène est plus léger que le CO2. C'est ce qui me viendrait logiquement en tête. Après, tout dépend de votre installation que vous avez à disposition. La C-box horizontale ou verticale, je crois qu'on a répondu tout à l'heure. Je suis pas sûr, mais bon, non, c'était le DMA35, cette question qui avait été posée. Okay. La C-box, en fait, le fait de la poser à plat, à l'horizontale, la cellule est orientée vers le haut, en fait, donc il n'y a pas de problématique que ce soit en fait à l'horizontale ou verticale. Les bulles, l'éventualité d'avoir des bulles dans la cellule va être évitée par le fait que la cellule est bien orientée dans tous les cas avec évacuation vers le haut, en fait. Ok.
On a une question aussi dans la discussion sur l'oxydoréduction. Le meilleur antioxydant, c'est pas l'azote ni le CO2, non, tout à fait, mais bien l'hydrogène. L'hydrogène est un peu plus compliqué à utiliser et à gérer. L'azote et le CO2 sont inertes. Ils sont pas antioxydants, ils sont juste inertes. Ils vont pas avoir d'impact d'oxydation. Donc, ils seront vraiment inertes. Ils vont pas avoir de capacité d'antioxydant. Par contre, ils vont pas oxyder non plus. Donc voilà, c'est un peu l'intermédiaire et c'est ce qu'on a souvent en brasserie à disposition. Est-ce qu'il faut nettoyer la C-box? Si oui, avec quoi? Quelle fréquence? Quelle température? Voilà. Donc oui, il faut la nettoyer. Tout dépend de l'utilisation que vous en avez. Généralement, pour faire une réponse simple et identique à tout le monde, je dis toujours nettoyer une fois par semaine. Enfin, après chaque utilisation, nettoyer à l'eau déminéralisée, sauf si vous avez l'avantage d'avoir de l'eau non calcaire dans votre région, ce qui n'est pas le cas dans les Hauts-de-France. Donc toujours nettoyer à la fin de série d'analyse. Et après, vous avez toujours un nettoyage avec un détergent alcalin à utiliser une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. On laisse agir 10 minutes et ensuite on rince à l'eau déminéralisée. Donc ça, pour avoir les références des produits conseillés pour le nettoyage de l'appareil, on a une note d'application qui dégrossit tout ça, qui vous permet d'avoir des références de produits, des concentrations, des temps. On a une note d'application pour ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail et je vous transférerai la note d'application en question et tout sera dedans en fait. Alors pour les produits Brewline, vous pouvez me contacter. Vous avez les coordonnées aussi à la fin de la présentation. Vous pouvez aller aussi sur le site brewline.eu. Vous aurez les tarifs, vous aurez tout ce qu'il faut sur le site. N'hésitez pas aussi il y a aussi le contact@brewline.eu qui arrive aussi à moi. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai et puis vous aurez les tarifs, les produits qu'on propose et réagir à chaud à froid. Souvent à chaud, on va utiliser justement un antioxydant avec à la fois acide ascorbique, sulfite et tanin, comme on a décrit. Et sur la partie froide, on va pas utiliser tanin, mais plutôt la partie acide ascorbique, qui est souvent avec des tanins, des sulfites. Les sulfites sont là justement pour stabiliser l'acide ascorbique qui est tellement bon que il est fragile du coup, tout simplement. Alors, il y avait différentes valeurs de ppb. Est-ce que c'est les valeurs limites ou à viser? C'est plutôt les valeurs à viser. Toutes les valeurs étaient plutôt de l'ordre inférieur à 50 ppb. Voilà. Quand vous mesurez avec l'appareil de Vincent que vous êtes sur des 50 ppb, vous pouvez vous dire que vous travaillez plutôt dans les bonnes valeurs et que vous êtes plutôt dans le bon côté, on va dire, du problème de l'oxygène, que vous le gérez plutôt bien. Ça te paraît cohérent, Vincent? Oui, tout à fait. Voilà. À fait. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Et voilà, je vous remercie tous pour votre présence et puis d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis on vous dit à bientôt avec Vincent pour d'autres sujets sur l'oxygène ou d'autres paramètres. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, à bientôt. Au revoir.